La démocratie et les Jeux Olympiques font partie intégrante de nos sociétés modernes. Pourtant, ils sont nés en Grèce il y a plusieurs millénaires. Les Romains nous ont légué le concept de législature et des infrastructures très avancées. Les Vikings ont établi des réseaux commerciaux complexes et découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Tous ont contribué à bâtir un nouveau monde. Les Grecs, les Romains et les Vikings sont les pères fondateurs de l'Europe moderne. Les Vikings viennent du nord de l'Europe. Les Romains ont baptisé ces contrées froides et sauvages Scandinavia. Les terres nordiques sont auréolées de mystère. Elles sont lointaines et peu peuplées. C'est un mélange effrayant de feu et de glace. Elles sont sous l'emprise de forces naturelles indomptables. Ces régions sont cernées par des mers glacées et agitées. À l'origine, les Vikings vivent paisiblement en Scandinavie, le long du littoral du Danemark, de la Norvège et de la Suède actuelle. Bientôt, ils lancent des raids sur leurs voisins européens. Tout commence vers 793 après Jésus-Christ, quand des dracars font irruption sur les côtes des îles britanniques. Leur cible est le petit monastère de Lindisfarne, un haut lieu de pèlerinage dans le nord de l'Angleterre. Il est habité par des moines. Ces religieux sont très riches, mais ils n'ont pas d'armes pour défendre leurs trésors. Pour les Vikings, prêcher la paix et la non-violence est un signe de faiblesse. Ils ne comprennent pas le Dieu des chrétiens qui parle de sacrifice sur la croix et ne protège pas les siens. La fortune des moines est donc une cible facile. Le monastère est près du rivage. Une fois qu'ils ont accosté, les Vikings attaquent sans prévenir. C'est leur stratégie, frontale et redoutable. Les guerriers venus du nord n'ont peur de rien. Ce raid contre le monastère n'est pas leur premier. Les trésors ne sont pas protégés et la tentation est irrésistible. Quand les moines les repèrent, c'est déjà trop tard. Avec l'attaque de Lindisfarne, les Vikings font parler d'eux à l'étranger pour la première fois. Les moines ont à peine eu le temps d'apercevoir les dracars des Vikings à l'horizon. Ils ont fondu sur le monastère en un éclair. Pour les religieux, ça a dû être une expérience traumatisante. Pour beaucoup, c'était le signe avant-coureur d'une catastrophe, et ils avaient raison. Les raids ont continué jusqu'à ce que le monastère soit abandonné. Pour beaucoup, à l'époque, ces inconnus à la stature imposante qui ne font pas de quartier
sont synonymes de terreur. Les Vikings sont connus pour leur brutalité et leur courage. De tous les guerriers venus du Nord, les Berserkers sont les plus violents. Ils appartiennent à une unité d'élite connue pour sa fureur mystique. Les moines, qui n'ont que leur foi pour les protéger, n'ont aucune chance contre ces hommes. La plupart sont tués. Les rescapés sont réduits en esclavage. De retour chez eux, après un raid réussi, les Vikings sont fêtés en héros. Ils emportent tout ce qui tient sur leur bateau et se partagent ensuite le butin. Dans leur sillage, ils ne laissent que des cadavres et des ruines fumantes. L'attaque contre le monastère est le premier chapitre de leur règne de terreur. Les Drakkars apparaissent désormais très souvent sur les côtes britanniques. Au début du Moyen Âge, la moitié de l'Europe vit dans la peur des Vikings. Ils sont les plus grands guerriers de l'époque, malgré un arsenal rudimentaire. Ils n'ont pas de code de maille et leurs armes sont très simples. Ils portent rarement des casques. Plus tard, notamment dans les opéras de Richard Wagner, on les représentera avec des casques à cornes, mais c'est une invention. Les Berserkers ont fait couler beaucoup d'encre. Certains experts pensent qu'ils consommaient des plantes ou des champignons hallucinogènes avant d'aller au combat. L'alcool a aussi été évoqué. On a même parlé d'une moisissure apparaissant sur les céréales qui provoque des hallucinations. On dit aussi qu'ils mordaient leur bouclier, comme pour s'auto-hypnotiser. Ces guerriers d'élite devaient surtout se galvaniser en hurlant en groupe pour faire monter l'adrénaline, décupler leur force et se rendre insensibles à la douleur. Aujourd'hui, on pense que la puissance des Vikings tenait avant tout à leur état d'esprit combatif, plus qu'à leurs armes. À l'époque, la violence était omniprésente, mais les Vikings semblaient avoir compris son mécanisme mieux que les autres. Par exemple, ils donnaient des noms glorieux à leurs épées, comme flamme guerrière, lame sanglante ou coupeuse de vie. Ces armes n'étaient pas meilleures que celles de l'ennemi, mais elles faisaient partie intégrante de la vie des guerriers. On peut comparer ça aux gens qui donnent un nom à leur bateau ou à leur voiture. Leur puissance repose avant tout sur leurs navires. Ils sont les plus rapides, les plus stables et les plus maniables de l'époque. Partis du nord de l'Europe, ils s'aventurent sur les rives de la Baltique, en Rhénanie, dans les ports français et espagnols jusqu'en Italie. Ils ciblent tous les carrefours marchands du continent. Les bateaux de guerre sont appelés drakkar, dragon en suédois, parce que c'est l'animal qui orne leur proue. Le mot viking serait dérivé de viker, qui signifie baie, parce qu'ils allaient de baie en baie pour se livrer au pillage. Selon une autre hypothèse, viking viendrait de vika, aller à l'aventure. Ces pirates peuvent aussi mener une vie plus paisible. Sur leur terre, ils sont pêcheurs, paysans ou artisans. Ils vendent leur production au marché, notamment les peaux tannées et les fourrures. Ils sont parfois tailleurs de pierre,
Mais le plus souvent, ils vivent de la terre ou de la mer. Leurs forgerons sont célèbres pour leur talent. Une grande partie du butin des pillages est fondue pour fabriquer des bijoux. Les habitations traditionnelles sont petites et sans fenêtres. Les maisons longues sont celles des chefs. Au début de l'ère viking, les peuples du Nord ne sont pas organisés en États ou en royaumes, mais en clans, dirigés par un jarl. Sous son autorité, il y a les hommes libres. Ils sont paysans, pêcheurs, artisans ou marchands. Les femmes s'occupent du foyer. Quand les hommes partent au loin en été pour les pillages ou le commerce, ce sont elles qui dirigent la famille. Tout en bas de l'échelle, il y a les domestiques et les ouvriers agricoles. Les décisions importantes sont prises lors de l'Assemblée du peuple, le Ting. Les hommes libres du district se retrouvent selon un calendrier précis, en plein air, pour débattre des questions importantes et régler les conflits. On veut notre part! Écoutez tous! Nous sommes ici pour prendre une décision. Une décision qui sera profitable pour tous. Il faut nous mettre d'accord. Si quelqu'un parmi vous a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant. En Islande, l'assemblée s'appelle Althing et se déroule au pied d'une crevasse volcanique spectaculaire. Les Vikings se réunissent seulement pour ces grandes occasions. Le reste du temps, ils vivent isolés dans leurs fermes. Il y a quelques comptoirs commerciaux comme Birka, Kaupang et Etabu qui s'appellent aujourd'hui Edby et se trouvent au Danemark. Etabu s'est développé au Xe siècle et compte alors 1 millier d'habitants. C'est un port où passent des bateaux du monde entier. Les marchands viennent de toute l'Europe pour acheter les bijoux et les trésors des Vikings. Un voyageur oriental décrit Etabu comme une grande ville tout au bout de l'océan. Les Scandinaves sont connus pour leurs fêtes débridées. Ils aiment boire. C'est le moyen de prouver leur virilité. Encore un peu, ça va. Laisse la petite dame tranquille. Doucement. En général, un skald récite des poèmes et des chansons à la gloire de l'hôte. Allons. Vous pourriez entonner une petite chanson? Notre invité s'ennuie à mourir. Une chanson pour notre hôte et son invité cosmopolite. Cet homme a guerroyé tel un lion, a rapporté de précieux butins et nous en fait tous profiter. Il nous invite les yeux fermés à son banquet. Skål! Lui est un homme très instruit. Et il a voyagé dans bien des contrées. Mais lui, il boit comme personne. Ouais. Et a la plus jolie des femmes à ses côtés. Skål! Vous êtes aussi grands que les dattiers de chez moi. Vos femmes sont si blondes. Elles éblouissent. Comme le soleil. Et votre hospitalité est si rare que je ne me rappelle pas en avoir vu de telle lors de mes nombreux voyages et de mes nombreuses rencontres. Les skalds sont des poètes itinérants employés par les plus fortunés pour chanter leurs louanges.
Pendant longtemps, les histoires vont se transmettre oralement. Il faut attendre le XIIe siècle pour qu'elles soient écrites. Les textes, les poèmes et les chansons racontent les exploits de héros intrépides qui vivent des aventures glorieuses et violentes et mènent une vie extraordinaire. On les retrouve dans les célèbres sagas et dans 2 manuscrits baptisés Edda. Ils parlent aussi des nombreuses divinités. La mythologie viking est riche et haute en couleurs. Le monde des Vikings est empreint de mystère et de magie. Leur mythologie est liée à leur environnement. Un esprit peut vivre dans la moindre crevasse, le moindre geyser. Un volcan peut abriter un géant ou la forge d'un troll. Selon la légende, des géants ont participé à la création de la Terre. À l'origine, il n'y a que le feu et la glace. Mais quand ils se touchent, le premier ancêtre, Ymir, apparaît. Les dieux tuent Ymir et fabriquent la Terre avec son corps. Son sang remplit les océans. Ses eaux font les montagnes, et ses cheveux les forêts. Son crâne se transforme en ciel, et son cerveau en nuage. Puis le premier couple humain sort de 2 troncs d'arbres. Odin est le dieu principal. Il vit dans le Valhalla, et un arc-en-ciel relie son royaume avec le monde des hommes. Thor, le fils d'Odin, est le plus fort des dieux. Il crée la pluie et le tonnerre avec son marteau et protège les humains. En cas de problème sur Terre, c'est lui qu'il faut invoquer. À la mort d'un proche, on consulte les magiciennes. Souvent, les hommes ne reviennent pas de leur raid à l'étranger. Leur famille se préoccupe alors de leur vie après la mort. Selon les croyances ancestrales, cette vie post-mortem n'est réservée qu'à certaines personnes. L'âme errante des morts refusés dans l'au-delà hante le monde des vivants. Les Vikings sont terrifiés par ces revenants. Ils l'ont ramené. Il est mort. Comment est-il mort? Au combat? Je n'ai vu aucune blessure sur lui. Je l'ignore. Mais je veux savoir ce qui va lui arriver maintenant. Où est-ce qu'il va aller? On ne peut pas savoir ce qui se passe dans l'autre monde. Tu devrais te réjouir de cela. En revanche, il y a une chose que tu peux faire pour empêcher le fantôme de ton père de revenir te hanter. Qu'est-ce que c'est? Lors de ses funérailles, assure-toi, sa tête repose bien entre ses jambes. Seuls les guerriers les plus courageux ont accès au Valhalla. C'est là que vivent Odin et sa femme. Ils se distraient en regardant les duels des Vikings défunts. Les heureux élus vivent dans ce paradis jusqu'à la fin du monde. La journée, ils s'affrontent lors de combats amicaux, et le soir, ils festoient à la table d'Odin lors de grands banquets. Ceux qui n'ont pas eu la chance de mourir sur le champ de bataille vont dans le Helheim, l'enfer des âmes sans vie. Les Vikings qui en ont les moyens enterrent leurs morts en grande pompe. L'une des tombes les plus spectaculaires se trouve en Suède. Des monolithes disposés en forme de bateau entourent la sépulture. L'embarcation doit emmener le défunt dans l'au-delà.
En 1903, le plus important bateau-tombe est découvert en Norvège quand un fermier tombe par hasard sur des morceaux de bois dans un champ. Un an plus tard, le bateau d'Osberg est exhumé par les archéologues. Il est en chêne et mesure 22 mètres. La chambre funéraire est derrière le mât. Les chercheurs y trouvent les squelettes de 2 femmes. Ce n'est pas un navire de guerre, mais il prouve le talent des Vikings pour les constructions navales. Il y a tous les objets dont un Viking a besoin dans l'au-delà, notamment un chariot décoré et un traîneau en bois. Les corps sont ceux d'une vieille femme et d'une jeune fille, sans doute une reine et sa servante. La défunte devait être riche et influente pour avoir été enterrée avec autant de faste. Le bateau d'Osberg est l'un des vestiges les plus intéressants de l'époque viking. On sait très peu de choses sur les croyances des Vikings parce qu'ils n'écrivaient rien. Les chansons comme les Eddas ou les autres textes datent du Moyen-Âge classique, donc bien après. J'ai l'impression que les Vikings n'étaient pas très pieux. Ils devaient être tolérants sur le plan religieux, comme les Scandinaves d'aujourd'hui. C'est sans doute ce qui explique leur acceptation du christianisme à partir du Xe siècle. Tiens, cela t'aidera. Ils sont ouverts aux nouvelles idées et peu à peu, les croyances chrétiennes s'intègrent à leur vision onirique du monde. Ainsi, on peut voir des croix à côté d'amulettes païennes. Pour eux, ce n'est pas un problème de demander l'aide de Jésus en même temps que celle de Thor. De plus en plus de Vikings se convertissent au christianisme. Les évêques allemands ont envoyé des missionnaires en Scandinavie dès le IXe siècle. Au début, ça n'a pas marché. Cette mission, lancée depuis l'Allemagne puis l'Angleterre, a fini par avoir des résultats, mais ce n'est pas directement lié à la religion. D'abord, tout l'ouest de l'Europe s'était déjà converti. Et il était plus facile pour les marchands scandinaves de faire affaire avec leurs homologues européens s'ils avaient la même religion. Et surtout, je pense que le christianisme leur offrait un au-delà plus attrayant. Les Vikings avaient le Valhalla, mais il était réservé aux guerriers morts l'épée à la main. En revanche, le christianisme promettait le paradis à tout le monde, du moment qu'on menait une vie vertueuse. Ensuite, les petits souverains, les chefs de guerre et les seigneurs voulaient se proclamer de droit divin, comme en Angleterre ou en France. Je pense que c'est ce qui a aidé le christianisme à se propager en partant des élites. Le but était d'imiter les rois anglais et français. La nouvelle religion gagne du terrain, d'abord au Danemark, puis en Norvège, en Islande et en Suède. La conversion se déroule paisiblement, surtout par l'intermédiaire des femmes qui peuvent désormais espérer accéder à l'au-delà, elles aussi. Rapidement, des missionnaires venus d'Allemagne et d'Angleterre sont plus nombreux. En quelques siècles, la Scandinavie païenne se christianise. Les stavkirk apparaissent au XIIe et XIIIe siècle en Norvège. Ces églises en bois sont parmi les premières de la région. En Suède, on a retrouvé un crucifix en bois, témoin des changements religieux de l'époque. De nombreuses œuvres ont puisé dans la mythologie viking, notamment les opéras, qui n'échappent pas toujours aux clichés et aux simplifications. Pour écrire Le Seigneur des Anneaux, Tolkien s'est inspiré des sagas nordiques.
On croise même les Vikings dans un album d'Astérix et Obélix, même s'ils sont appelés Normands. Ces guerriers fascinent toujours autant et sont les vedettes de séries et de dessins animés. Ils suscitent beaucoup de fantasmes, mais une chose est sûre. C'étaient de grands explorateurs. À leur apogée, certains pillent les côtes européennes, mais d'autres mettent le cap vers l'horizon, dans l'espoir de découvrir des terres fertiles. Les régions habitables de Scandinavie sont surpeuplées, et beaucoup décident de tenter leur chance ailleurs. Pour cela, il faut se lancer dans l'inconnu. Les Vikings règnent sur les flots. Leurs navires marchands, les knarrs, sont stables et parfaits pour naviguer au large. Ils sont sûrs et fiables par gros temps. Au IXe siècle, des Vikings quittent les côtes de Norvège et se dirigent vers le nord-ouest. Ils dépassent les îles Féroé et découvrent l'Islande. À l'époque, c'est une terre moins inhospitalière qu'aujourd'hui. Beaucoup de nouveaux arrivants s'installent définitivement sur ces îles volcaniques. Une découverte archéologique montre comment les Vikings sont parvenus à parcourir plus de 1000 km dans l'océan. En 1962, on a trouvé 5 épaves dans le fjord de Roskilde, au Danemark. Aujourd'hui, elles sont exposées au musée des bateaux vikings. Ces navires datent du XIe siècle et attestent du talent de leurs constructeurs. Il y en a 2 types. Les knarrs, des embarcations stables pour le transport, et les drakars, fuselés et rapides, pour les attaques. Une équipe du musée a reproduit l'un des knarrs pour le tester en conditions réelles. En naviguant nous-mêmes sur ces navires, on comprend vraiment comment ils faisaient à l'époque. On ne le saurait pas si on se contentait d'étudier les épaves. En multipliant les sorties en mer et en réparant le bateau à chaque fois, on voit vraiment de quoi il est capable. Tous les étés, le Sea Stallion est mis à la mer et l'équipage vit à bord plusieurs semaines pour faire des expériences. Les marins tentent toutes sortes de manœuvres et sont à chaque fois étonnés par la fluidité avec laquelle ils filent sur l'eau, même quand il y a peu de vent. Je tire mon chapeau au capitaine viking qui commandait ce type de bateau il y a un millénaire. Celui-là a une voilure très basique, mais en même temps, son équilibre est parfait. Les navires des Vikings se caractérisent par leur stabilité et leur vitesse. Leur réussite tient à plusieurs innovations. Le bois utilisé pour la coque n'est pas scié, mais fendu dans le sens de la fibre, et d'un seul tenant, ce qui rend les planches plus résistantes et plus flexibles. Le mât peut être abaissé et redressé rapidement, par exemple s'il faut passer sous un pont ou utiliser les rames. Les voiles sont ajustables en fonction de la direction du vent. Et les bateaux ont aussi un faible tirant d'eau. Les longs voyages commencent toujours au début de l'été, quand les fjords et les côtes ne sont pas pris par la glace et la neige.
L'une de ces traversées historiques commence en Islande, grâce à un viking qui a mauvaise réputation, Éric le Rouge. Sur son île, il est tristement célèbre. C'est un homme irascible qui n'hésite pas à faire couler le sang. Plusieurs fois, il a été mis au banc de la société, jusqu'au jour où il est définitivement banni de l'île pour avoir tué 2 hommes lors d'une dispute. Cet incident ouvre la voie aux découvertes d'Éric le Rouge, même si sa motivation première n'est pas la soif d'aventure. Il quitte sa terre natale avec quelques compagnons et plusieurs esclaves. Il veut trouver un territoire qui, selon la rumeur, se trouve vers le nord-ouest. Quand il le trouve, il le baptise Groenland. En l'appelant Terre verte, ce qui ne correspond pas à la réalité, il espère attirer d'autres colons. Une colonie se crée effectivement sur place, et c'est là que naît son premier fils, Leif. Dès son plus jeune âge, le petit garçon rêve d'explorer le monde. Il est marqué par une histoire entendue chez son père. Un marchand islandais aurait dérivé de sa trajectoire alors qu'il voulait gagner le Groenland. On dit qu'il a accosté sur une terre encore plus à l'ouest. Comme son père, il ne peut résister à l'appel de l'inconnu. Il rêve de partir au loin et des années plus tard, il embarque sur son propre bateau pour trouver cet endroit mystérieux. Il navigue selon la tradition viking, en se fiant au soleil et aux étoiles, et aux récits de ses prédécesseurs. Malgré les tempêtes et les vagues déchaînées, Leif et son équipage poursuivent leur route vers l'ouest. Ils suivent les côtes du Groenland pendant 3 jours, puis voguent 2 jours vers le large, avant de longer le littoral. Ils rallient finalement Terre-Neuve. En 1001, Leif Erikson et ses hommes mettent le pied sur un territoire inconnu. Ces jeunes vikings ne se doutent pas qu'ils sont arrivés sur un nouveau continent, qui ne s'appelle pas encore Amérique, et que c'est un moment historique. Cette région ressemble à un paradis. Ils la décrivent comme verdoyante et couverte de prairies fleuries. Ils la baptisent Vinland. Je ne sais pas si Vineland signifie la terre du vin ou la terre de l'herbe, mais 2 sagas parlent de cette expédition vers une contrée qui était quelque part en Amérique du Nord, le long du littoral. Les Vikings ont entrepris plusieurs explorations sur place, vers l'an 1000, et ça on en est sûr. On a aussi des textes monastiques du Moyen-Âge classique qui décrivent exactement où se trouve cette terre de l'Ouest. Les Vikings sont donc les premiers Européens à avoir découvert Terre-Neuve. Longtemps, on a cru que c'était une légende. Mais au milieu du XXe siècle, des archéologues ont trouvé la preuve de leur présence avec les vestiges de sites de peuplement scandinaves. Leurs fermes ont été reconstituées. Pourtant, ils sont restés peu de temps. Ils sont repartis au bout de quelques années. On ignore pourquoi ils ont abandonné le Vinland. Une saga parle de conflits avec les autochtones.
Il faudra attendre près de 5 siècles pour qu'un autre marin européen ose traverser l'Atlantique. En 1492, Christophe Colomb, en mission pour le roi d'Espagne, redécouvre l'Amérique. Il débarque sur le continent 1 millier de kilomètres plus au sud. Cette fois, les colons européens s'installent définitivement. Plus tard, ils feront venir des milliers d'esclaves capturés en Afrique pour exploiter les richesses du continent. Ensemble, ils bâtiront le Nouveau Monde. Pourtant, le vrai découvreur de l'Amérique est un viking, nommé Leif Erikson. Les traces archéologiques montrent que les Vikings ne se sont pas contentés d'aller vers l'ouest. On a retrouvé des pièces de monnaie arabes sur l'île suédoise de Gotland. Il y avait aussi des pièces étrangères dans les ports des comptoirs commerciaux qu'étaient Etabou et Birka. À partir de la Scandinavie, les Vikings créent un immense réseau commercial. Ils pénètrent de plus en plus loin dans l'actuelle Russie. Leur objectif est la capitale de l'Empire byzantin, Constantinople. Seuls les plus courageux s'aventurent si loin. C'est un voyage long et dangereux. En tout cas, moi, cette terre infestée de moustiques m'a épuisé. Si ce que tu dis est vrai, nous nagerons dans l'or à Constantinople. Faut l'espérer. Jusqu'ici, on n'a pas vu grand-chose. Et ça, là, c'est pareil que ce qu'on a chez nous. Sois patient. Vous verrez bien. Et c'est comment? Tu n'as jamais rien vu de tel. C'est la plus riche ville du monde. La cité du velours et de la soie. Des bijoux en or pur. Et les femmes? Les femmes... elles ont la peau mate. Attention à leurs yeux. Elles ensorcellent les hommes. Ouais, et les hommes sont de ridicules nabots qui ne savent pas boire. Je m'en fiche de ça. Du moment qu'ils paient bien. Dis-moi, on peut aussi marier ces femmes et les ramener chez nous? Il faut voir. Mangez quelque chose. Servez-vous. Reprenez des forces. La route est encore longue. Allez! Pour aller de la Russie à Constantinople, le trajet est particulièrement difficile. Les hommes, mais aussi leurs bateaux, doivent traverser des forêts, des fleuves agités et des marécages. Il arrive que les Vikings passent par la terre ferme avec leurs knarrs. Pour cela, ils ont mis au point une méthode simple, mais efficace. Ils tractent les bateaux en les faisant glisser sur des morceaux de bois. Comme ils n'ont pas de quilles, ils ne risquent pas de basculer sur le flanc. Mais ils sont lourds et il faut souvent les tirer plusieurs jours. Des milliers de kilomètres séparent Etabou de Constantinople. Les Vikings font avancer leurs bateaux grâce à leur seule force physique. Parfois, ils sont aidés par les animaux de trait des populations locales. Partout, les hommes du Nord suscitent la terreur, notamment quand ils décident de s'adonner à la traite d'esclaves. Dans les forêts de Russie, il n'y a pas de monastère ou de ville à piller.
Les humains valent plus que les fourrures ou les peaux. Les Vikings s'attaquent même aux enfants. Les autochtones ne se méfient pas de ces étrangers et sont des proies faciles. Ce commerce est bientôt leur première source de revenus. Les Vikings traquent les habitants des régions qu'ils traversent. Ensuite, ils les revendent sur les marchés de Constantinople. Au fil des siècles, des milliers de gens sont faits prisonniers. La destination finale des marchands scandinaves est Constantinople. Au Moyen Âge, c'est la plus grande place d'échanges commerciaux entre l'Europe, l'Asie et le Proche-Orient. Quand ils atteignent la mer Noire, après avoir traversé les forêts de Russie, ils sont presque arrivés. Les textes de l'époque décrivent la capitale byzantine sur le Bosphore comme un carrefour bouillonnant entre l'Orient et l'Occident. Constantinople devait faire une très forte impression auprès des Scandinaves. Ils l'appelaient Miklagard, la grande cité. C'était la première métropole d'Europe. Les Vikings venaient de petites villes avec des fortifications en terre et des maisons en bois. Ils arrivaient dans une ville avec des habitations en pierre de plusieurs étages, des rues pavées, des puits, des réservoirs d'eau, des rues éclairées la nuit et des fortifications plus hautes que partout en Europe. Ça devait leur paraître incroyable. Au cœur de la ville se trouve un immense bazar. Les étrangers découvrent des épices, des objets et des parfums exotiques. Les échoppes regorgent de biens venus de pays lointains et dans les ruelles, on parle toutes les langues. Regarde ces babouches. Les Vikings savent qu'ils peuvent faire des affaires. Et celle-là. Rapprochez. Regardez ça, venez voir. Comment allez-vous? Leurs esclaves et leurs fourrures sont très recherchés. Ils les échangent contre des épices, de la soie ou des bijoux. Mais de plus en plus, ils sont payés en pièces d'argent. Ils doivent apprendre à marchander. Tout un art à Constantinople. On a une peau d'ours, 380 hermines, Et puis? 50 zibelines, D'accord. et ces deux petits esclaves. Ouais. Combien ça vaut? Alors? Hein? 20 pour le tout. 20. D'accord. 10, 20 dirhams, ça veut dire quoi? Les chiffres n'ont pas de valeur. Qu'ils posent les pièces sur une balance, et on verra la masse d'argent qu'on obtient. Vous, là, pesez ça. On paie avec des pièces ici, pas au poids d'argent. Attends-moi. Youssouf? On va dire 30. Non, on a dit 20. Nous avons fait une longue route. 25. Allons, en souvenir du bon vieux temps. 25. Shukran, Habibi. Youssouf, vous êtes bon commerçant. Je vous remercie. Leur voyage à travers l'Est de l'Europe laisse des traces.
Plus le temps passe, plus des Vikings venus de Suède prennent le contrôle de villes russes. Il s'agit presque toujours de comptoirs commerciaux, comme Staraya Ladoga, Novgorod ou Kiev. Les conquérants venus du nord sont appelés Russes. C'est aussi le nom du premier État fondé sur place au IXe siècle, la Russe de Kiev, par un groupe comprenant des Vikings. La Russie n'est pas le seul pays à avoir des racines scandinaves. Au Xe siècle, des Vikings attaquent l'embouchure de la Seine si fréquemment qu'ils finissent par s'y installer de manière permanente. Connus sous le nom de Normands, ils acquièrent de plus en plus d'influence politique. À partir du XIe siècle, des mercenaires normands avancent jusqu'au sud de l'Italie. Après avoir conquis la Sicile, ils choisissent Palerme comme capitale. Dans les Pouilles, ils construisent de nombreux bâtiments de style normand. Frédéric II, dernier empereur de la dynastie des Hohenstaufen et bâtisseur du Castel del Monte, a du sang viking. En 1066, Guillaume le Conquérant, né en Bretagne, emporte la victoire sur les Anglais à Hastings et s'empare de la couronne d'Angleterre. Lui aussi descend des Vikings. Les Vikings ont refaçonné l'Europe et ils l'ont agrandie. Ils ont fondé des villes comme Dublin, York et Kiev. Ils ont aussi créé des États, notamment la Normandie et la Russie, dont le nom original était Rousse, mais aussi le royaume des Normands dans le sud de l'Italie au Moyen-Âge. Ils ont colonisé de nouveaux territoires comme l'Islande et le Groenland. Donc on peut dire qu'ils ont élargi l'horizon européen et nous ont légué un continent bien plus vaste qu'avant. Les Vikings se sont installés définitivement en Islande et au Groenland. Ils ont découvert l'Amérique. Leurs descendants ont régné sur la Normandie, l'Angleterre, le sud de l'Italie et la Russie. Ils se sont fait connaître pour leur pillage et leur violence. Mais ils avaient aussi d'autres facettes. Et la plupart du temps, c'était un peuple pacifique. En quelques siècles, ces guerriers venus du Nord se sont imposés sur la scène européenne. Ils ont bâti des réseaux commerciaux avec le sud du continent et l'Orient. Leur soif d'exploration et de conquête les a menés jusqu'en Amérique. Mais à partir du XIIe siècle, on parle de moins en moins d'eux dans les textes, comme s'ils avaient disparu. Les Vikings ont fait une entrée soudaine et spectaculaire dans les textes historiques. Et puis, ils se volatilisent. En réalité, leur expansion à l'étranger les a obligés à s'adapter pour se fondre dans les cultures locales. Finalement, les Scandinaves païens qu'ils étaient sont devenus des Européens du Moyen-Âge, comme les autres. Vers l'an 1000, ils ont fondé 3 grands royaumes, au Danemark, en Norvège et plus tard en Suède, qui existent toujours et qui étaient les égaux des royaumes d'Angleterre et de France. Les Vikings n'ont pas disparu, ils se sont intégrés à l'histoire du monde. L'héritage des Vikings est visible dans les métropoles et les États qu'ils ont fondés ou conquis. L'histoire de ces lieux se fond avec le parcours des guerriers nordiques sanguinaires. Partout, les marins du Nord se sont mêlés aux autochtones. Finalement, ils n'ont été les Vikings que pendant 2 siècles. Ensuite, ils sont devenus les Danois, les Norvégiens ou les Suédois. Leurs aventures et leurs sagas fascinent toujours. Elles racontent les exploits et les méfaits de guerriers, de marchands et d'explorateurs qui ont fait trembler toute l'Europe et changer son histoire.